Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des Territoires, donc l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Cassio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir ce matin. Alors, pas aussi nombreux, il y a des petits sujets de transport aussi ce matin, mais également, vous êtes aussi présents en ligne. Je suis ravie de vous accueillir pour que nous puissions vous présenter ce prix Les Margarettes et éclairer davantage toutes celles qui voudraient y participer. Ou toutes celles qui voudraient y participer, pardon. Et bien sûr, grâce à la JFD, qui est un véritable accélérateur de croissance dédié aux femmes. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous un grand nombre d'intervenants exclusivement féminins ce matin, avec des femmes inspirantes qui vont être là pour vous guider, vous partager leurs meilleurs conseils à travers divers ateliers notamment. Et avant de laisser Delphine nous dire quelques mots, je voudrais rapidement revenir sur la vidéo de présentation, dire quelques mots sur le Hub des territoires. Pour ceux qui sont nouvellement venus ici aussi à distance. Donc, ce Hub des territoires, eh bien, c'est vraiment le dispositif qui, pour nous, incarne la stratégie écosystème de la Banque des territoires que nous avons créée maintenant il y a plus de 2 ans et qui est un dispositif qui est résolument tourné vers l'externe et donc vers nos partenaires. Un dispositif à la fois physique, donc ici à côté de la gare d'Austerlitz, et aussi digital, puisque l'ensemble de nos événements et de nos ateliers sont retransmis à distance pour que ces événements diffusent dans tous les territoires et pas seulement à Paris. Il nous permet, ce Hub des territoires, de faire collaborer des acteurs publics, des acteurs privés, d'inspirer véritablement sur des réussites territoriales et puis de donner toutes les clés en fait pour les acteurs locaux pour mener à bien leurs projets. On a une programmation qui est très riche, à la fois en événements, en ateliers, en retours d'expérience. On a également des résidences de start-up ici au Hub des territoires et on aborde toutes les thématiques cruciales pour les acteurs territoriaux, privés comme publics. Mais nous n'avions pas abordé jusqu'alors le sujet des femmes dans le digital et plus généralement celui de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, je suis ravie qu'on puisse le faire aujourd'hui. On a déjà eu un premier événement de lancement, mais maintenant on rentre dans le concret. Et je suis ravie parce qu'on avait imaginé ce dispositif, je le rappelle, le 17 avril. Et pour la Banque des territoires, eh bien, c'est plutôt une belle réussite parce que généralement, quand on imagine quelque chose, on arrive à le mettre en œuvre difficilement parce que notre grande maison n'est pas toujours simple pour l'innovation et les partenariats. Et là, on l'a imaginé le 17 avril au soir avec ma collaboratrice, donc Alexandra Ringo-Botman, et avec Magali Thévenot-Prevet, qui est ma collègue. Et c'est une vraie satisfaction, en fait, de voir que ça devient une réalité si vite pour nous. Donc, un grand merci aux équipes, à la fois de mon côté et côté JFD, pour rendre ce partenariat possible. Et en toute sincérité, vraiment, je peux vous dire que le 17 avril, en fait, j'estime que j'ai eu la chance d'assister à la dernière édition du prix parce que j'ai été très impressionnée, même émue, d'ailleurs comme Alexandra, n'est-ce pas, à la remise des prix, à la fois par les projets qui ont été présentés, par les femmes qui les portent. Et justement, je pense que c'est pour nous, du coup, une vraie fierté de vous avoir ici, vous, femmes porteuses d'innovation. Il y a une vraie cohérence pour nous à vous accueillir ici au sein du Hub des territoires parce que justement, dans cette matinée, on va vous donner un maximum de clés pour mener à bien votre candidature au prix Margaret. Et parce que justement, l'objectif du Hub des territoires, eh bien, c'est d'accompagner largement et notamment les porteurs de projets et plus particulièrement aujourd'hui les femmes et les femmes aussi qui sont dans les territoires, ces femmes qui innovent et qui entreprennent en fait chaque jour pour un monde meilleur, également pour pas mal de sujets en lien avec des problématiques qui me touchent particulièrement et ceux qui sont liés à la transition écologique. Et donc, voilà, on est vraiment ravis de pouvoir vous accompagner sur ces innovations. Et donc, nous espérons que vous tirerez pleinement profit des échanges et des retours d'expérience qui vont être proposés. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bien bonne chance et peut-être, je l'espère, qu'on se retrouvera en avril prochain, toujours aussi ému, et que donc il y a parmi vous les futures lauréates du prix. Donc très bonne matinée à tous et à toutes.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors en vidéo parce que je suis au Canada pour l'ouverture de notre mission transatlantique avec nos amis canadiens. Mais je voulais quand même vous dire quelques mots aujourd'hui. D'abord, je suis ravie de vous accueillir grâce à la Banque des Territoires au Hub de l'innovation pour notre deuxième événement en partenariat avec la Banque des Territoires. Et aujourd'hui, c'est votre événement pour mieux appréhender et comprendre comment vous allez pouvoir candidater au prix des Margaret. Alors, ce prix des Margaret, c'est un prix que la JFD a créé en 2013 en hommage à Margaret Hamilton, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et nous, notre mission à la JFD, c'est justement de valoriser toutes ces figures de l'ombre, ces femmes qui aujourd'hui osent, innovent, entreprennent et ont besoin d'être valorisées dans leur capacité d'innover. Et nous sommes convaincus avec la Banque des Territoires que les régions regorgent de talents. Et nous allons, grâce à notre partenariat avec la Banque des Territoires, créer un prix spécial coup de cœur pour les femmes de région cette année. Donc aujourd'hui, vous avez cette capacité d'apprendre encore davantage comment encore mieux candidater et peut-être être la prochaine Margaret 2024 pour une édition absolument extraordinaire que nous allons avoir à l'occasion des Jeux Olympiques avec cette expansion à l'international, mais aussi ce focus en région que nous allons mener. Aujourd'hui, beaucoup de femmes seront là pour vous raconter leur parcours, comment est-ce qu'elles ont réussi pour certaines, après avoir déposé leur candidature, étaient dans la shortlist que le jury va découvrir le 8 février prochain, et puis elles ont remporté le prix. Alors ces femmes, c'est Hakima Berdouz, Alia Semia, que vous connaissez sans doute déjà, et puis bien sûr Magali Thévenot, qui était notre Margaret Intrapreneur en 2016. 3 catégories à ce prix: entrepreneur, intrapreneur et junior pour les jeunes filles de 7 à 18 ans. Et cette année, nous donc créons ce prix coup de cœur avec la Banque des Territoires. Et ces 3 catégories seront déclinées en Europe, en Afrique, au Canada, et puis ce prix coup de cœur qui est vraiment une façon de démontrer que la transformation digitale en région ne peut pas se faire sans les femmes. Et cette équation, c'est à vous de la démontrer, c'est à vous de candidater, c'est à vous d'y aller, d'oser, comme vous faites chaque jour. Vous prenez des paris technologiques audacieux, vous misez sur des innovations de rupture pour changer le monde. Alors, candidatez, vous avez jusqu'au 8 janvier, l'appel à candidature s'ouvrira le 8 novembre, et entre ce temps-là, aujourd'hui 13 octobre et le 8 novembre, vraiment travaillez votre candidature, c'est important. Le jury va aussi vous juger sur votre capacité à vous présenter en 60 secondes, de faire des pitchs, et vraiment de montrer que grâce à vous, cette idée, cette innovation que vous avez pour les juniors peut changer le monde, et pour les entrepreneurs et les intrapreneurs, que votre projet a cette capacité à se développer à l'international, à créer des emplois, créer de la valeur, mais aussi changer le monde en mieux. Alors, à vos candidatures, et prenez cette journée vraiment comme une journée d'apprentissage pour bien déposer vos candidatures. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite que toutes celles qui sont là aujourd'hui puissent remporter le prix Les Margaret 2024 sous le haut patronage du président de la République. Merci la Banque des Territoires, Blandine, Alexandra et Magali de nous accueillir encore une fois aujourd'hui. C'est à vous. Bonjour à toutes et toutes. Je suis ravie ce matin d'accueillir Hakima et Alia, toutes les deux Margaret, dans des catégories différentes, ce matin au Hub des Territoires. Donc, Hakima, je vais te laisser te présenter. Tu es Margaret Intrapreneur 2023, donc une lauréate de cette année. Et Alia, tu es Margaret Junior 2022. Chacune avec un projet passionnant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ?
Bonjour, merci beaucoup à vous. Donc, j'ai le plaisir. Je m'appelle Akima Berdouz, je suis encore ingénieure-chercheur au CEA aujourd'hui, en mise à disposition à l'INRIA. Donc, je suis la fondatrice et la future CEO de Hope Valley AI. Donc, c'est un projet de start-up d'IA de confiance, dont l'objectif donc est de développer des solutions cybersécurisées d'intelligence artificielle pour la détection précoce des signaux faibles précurseurs à l'incubation du cancer du sein. Voilà, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'être la Margaret 2023. Intrapreneur Europe. Merci. Bonjour, je m'appelle Alia, j'ai 15 ans et je suis la fondatrice de Mission, qui est une application contre le harcèlement scolaire. Et je suis la Margaret Junior 2022. Merci à toutes les deux d'être présentes ce matin et puis de nous inspirer un petit peu votre expérience. Donc moi, je suis Magali Thévenot-Prévet. Je ne me suis pas présentée, mais mes collègues l'ont fait avant moi. Je suis un peu le trait d'union, Margaret Intrapreneur 2016. Ça date un petit peu, mais je suis tellement reconnaissante de ce prix et de tout ce qu'il m'a apporté que je trouvais important qu'on rebondisse ensemble pour partager notre expérience et que d'autres femmes puissent en bénéficier ce matin. Alors, déjà, moi, j'ai une première question pour vous, Akima et Alia. Quelle est votre impression globale? Quelle est votre expérience de ce prix Margaret? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors moi, pour tout vous dire, au début, j'étais extrêmement choquée quand j'ai appris que j'étais Margaret Junior. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'avant, j'étais énormément timide et j'ai fait énormément de prises de parole du coup avec Margaret. Et donc, ça m'a aidée dans ma timidité. Et grâce à la GFD, j'ai pu m'améliorer dans la prise de parole. Pour ma part, également, c'était une vraie émotion lorsque j'ai appris que j'étais donc la lauréate de prix Margaret 2023 Intrapreneur Europe. Et ce qui a changé pour moi en cette année, c'est qu'effectivement, j'ai troqué ma blouse de chercheuse en mettant des baskets d'entrepreneuse, parce qu'il faut courir quand on crée une start-up. Et voilà, et donc ça change tout, puisqu'aujourd'hui, le compte à rebours est lancé pour créer la start-up. Donc, merci Margaret. Merci JFD. Alors, j'ai une question dans le même ordre d'idées. Alia, ton projet ne date pas du prix Margaret, c'est un projet que tu avais déjà en tête bien avant. Quels étaient les défis auxquels tu faisais face et en quoi ce prix t'a permis de passer à l'action? Qu'est-ce qu'il t'a permis d'accomplir par rapport à ces défis que tu avais peut-être du mal à surmonter avant? Alors déjà, le premier défi, je pense que ça a été de créer mon entreprise à 15 ans. Donc là, j'ai réussi à la créer. Mais c'est vraiment quelque chose qui était très compliqué. Et le côté juridique, etc., c'est super compliqué. Mais j'ai la chance d'être accompagnée par un bon avocat qui m'aide. Et le deuxième défi, c'est de trouver des financements. Parce qu'on ne peut pas lancer un projet quand on n'a pas de financement. Et du coup, là, je suis en train de chercher des financements et j'espère en trouver pour pouvoir avancer un maximum mon projet. Alors toi, Akima, en quoi le programme d'accélération JFD t'a aidé au développement de ton projet Hope Valley? Eh bien, en fait, ça a été un accélérateur formidable d'accéder à un réseau national, européen et international. Et pour illustrer la force de frappe du prix Margaret, c'est que la semaine prochaine, je pars aux États-Unis, d'abord à Boston, et puis ensuite au Canada, dans le cadre, puisque je bénéficie du transatlantique, donc c'est un programme d'accélérateur franco-canadien qui est porté par la CCI franco-canadienne à Montréal. Et au-delà de ça, effectivement, donc j'ai pu bénéficier d'un mentoring, de sponsoring par le groupe La Poste. Donc j'ai bénéficié aussi d'accéder à la formation exécutive d'Epitech. Et puis voilà, donc il y a beaucoup de honnêtement, c'est un vrai accélérateur en termes de renforcement du réseau. Et donc voilà, donc c'est pour un projet de start-up intrapreneur qui passe vers la création de la start-up, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bravo.
Comment ce prix vous a amené à faire à pivoter votre projet, évoluer votre projet? Comment vous avez mûri votre projet? Est-ce que le projet d'aujourd'hui, c'est celui de départ ou ça a bougé? Oui, oui, complètement. Donc, et c'est vrai que lorsque j'ai candidaté il y a un an au prix Margaret, donc j'avais présenté le projet Hope comme étant un dispositif médical de télésurveillance pour les femmes atteintes déjà de cancer du sein, pour justement la détection précoce des signaux faibles de résistance thérapeutique, d'apparition de récidives ou bien d'événements rares. Et c'est vrai que le pivotage, il y a eu un pivotage qui s'est produit notamment en termes d'évaluation du marché, d'accélération, d'accès de go-to-market. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons pivoté vers la détection précoce en vie réelle pour les femmes en bonne santé, pour la détection précoce des cancers du sein de demain. Donc, nous avons la chance d'avoir une technologie qui est générique, puisqu'elle est issue de 12 années de R&D nucléaire du CEA. Et voilà. Et donc, ce pivotage vers en prévention, en détection précoce du cancer du sein, qui permet finalement de sauver des vies, puisque un cancer du sein, quand il est détecté tôt, en fait, il peut être guéri, il est mieux soigné, et donc avec moins d'effets secondaires, notamment en termes thérapeutiques. Et voilà, donc c'est ce travail-là pendant un an donc d'accompagnement qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu ce pivotage et cette accélération vers le marché. Alors pour toi, Alia, ce projet, est-ce qu'il a bougé, est-ce qu'il a évolué depuis ce prix Margaret? Alors, moi, au début, je pensais que mon projet, ça être juste une application que j'allais créer dans ma chambre toute seule. Enfin, au début, c'était même pas une application, c'était une web app. Donc, je pensais que c'était juste quelque chose que j'allais faire toute seule dans ma chambre. Mais aujourd'hui, ça a évolué. J'ai créé mon entreprise, donc une SAS à mission. Et donc, tout a changé aujourd'hui. Maintenant, c'est une entreprise et c'est plus. Au début, c'était une association. Donc, maintenant, elle a évolué, c'est une entreprise. Et au début, je voulais. Donc, du coup, mon application, enfin, il y a deux parties. Dans mon projet, il y a l'application et la réalité virtuelle. Et maintenant, la réalité virtuelle, elle n'est pas que pour les écoles, mais aussi pour les entreprises. Parce que je me suis rendu compte que le harcèlement existait aussi au travail et que si je pouvais aider les salariés, bah, pourquoi pas. Donc, je me suis lancée aussi pour les entreprises. Génial, elle n'a que 15 ans. Vraiment, je suis bluffée. Alors, tout à l'heure, on a vu avec Delphine qu'on avait 4 nouvelles catégories de prix qui arrivaient pour 2024. Le prix Canada sur la catégorie entrepreneur, la catégorie intrapreneur, la catégorie junior, et puis ce coup de cœur des territoires auquel on tient beaucoup ici à la Banque des Territoires, de mettre en avant des femmes de l'ombre qui œuvrent tous les jours pour résoudre des problèmes de société, des problèmes sur leur territoire et qu'on ne voit pas. Donc, ces nouveaux prix, qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Qu'est-ce que cette expansion vous inspire? Alors, c'est super intéressant parce que je pars au Canada pour un voyage d'affaires dans une semaine et c'est vraiment pas fait exprès. Donc, je pense que c'est parce qu'on est connecté avec la JFD, c'est pour ça. Mais je suis super contente pour la JFD parce que c'est super intéressant pour eux, mais aussi pour les filles au Canada qui vont pouvoir être aidées et que leur projet va avancer. Donc, je suis super contente pour les filles au Canada. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'au niveau nord-américain, voire au niveau des territoires, je pense que l'entrepreneuriat technologique porté par des femmes n'a pas de nationalité, c'est au-delà des frontières et qu'il faut aller chercher les femmes partout où elles sont. Elles ont envie de faire bouger les choses, elles ont une façon différente d'appréhender, de résoudre, de proposer des solutions. Et donc, il faut aller vers elles, bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Et ça nous donne un potentiel de synergie incroyable, de réseautage par-delà les frontières et les océans. Donc, c'est vraiment très chouette, cette nouvelle édition 2024. Alors, moi, j'avais une dernière question pour vous. Si vous aviez un conseil, un tip à partager aux futures candidates par votre expérience, ce serait quoi? D'être soi-même, soyez vous-même et c'est là la clé du succès, soyez vous-même, quel que soit votre âge, votre parcours,
votre histoire, soyez vous-même, faites-vous confiance, ne doutez de rien et foncez. Moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est de croire en soi et d'oser et de ne surtout pas écouter sa petite voix qui nous dit qu'on ne va pas y arriver. Et c'est vraiment d'oser, d'envoyer des mails aux gens qu'on rencontre. C'est vraiment oser. Voilà, donc le maître mot, oser. Moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes 2 femmes passionnantes. Vous avez des projets qui sont vraiment très chouettes. Je vous souhaite plein de succès, parce que c'est du succès pour vous, mais c'est du succès pour les autres. Voilà, on est sur des projets qui ont un impact positif sur la société. Vous êtes là pour contribuer à résoudre des problèmes, et c'est une grosse aventure humaine sur lequel le levier technologique est fondamental. C'est pour ça que le digital nous est utile, et je suis ravie de voir qu'il y a des femmes comme vous qui ont pris le flambeau, et on en a besoin de plus. Donc, vous savez maintenant un peu plus en quoi consiste le prix Margaret. On va avoir ce matin quelques interventions pour vous donner d'autres conseils très pratiques pour candidater, pour faire la meilleure candidature possible. C'est un exercice qui est utile pour le prix, qui est utile pour vos vies professionnelles et personnelles. Donc, c'est une belle aventure que je vous conseille à toutes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, donc restez avec nous sur les séquences qui viennent. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, les candidatures ont lieu du 8 novembre au 8 janvier. Donc, ne ratez pas le coche sur johnjfd.com. Je suis ravie de vous accueillir pour cette journée internationale de la femme digitale. Ce soir, c'est l'occasion de célébrer ensemble les femmes qui se sont distinguées par leur excellence. Les femmes en Europe, mais aussi en Afrique. Dans le groupe des écoles parisiennes, on essaie de cultiver cette parité. Ce vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. On va essayer de projeter un avenir. On manque cruellement de femmes ingénieurs. Même dans ces périodes de crise, on voit des modèles qui ont des croissances phénoménales. La toute nouvelle génération d'entrepreneurs. On rencontre de très très nombreuses sociétés portées par des femmes. Et vous êtes toutes là grâce à Delphine et grâce au JFD. Le marché d'abord a voulu procéder à une correction. Cette correction, elle était très saine. J'ai vu que Delphine avait obtenu d'Elon Musk qu'il choisisse ce jour pour lancer sa fusée, qui est un clin d'œil évidemment à Margaret Hamilton, de déclarer la cérémonie des Margaret 2023 ouverte. C'est un véritable honneur pour moi pour remettre ce prix des meilleurs entrepreneurs en Europe. Marine Cotiezou, cofondatrice et CEO de Lucini. Ce soir, pour la première fois, je tiens la main de Margaret Hamilton. Le prix Margaret 2023 catégorie entrepreneur Afrique à Nelly Chatoué-Diop. J'ai été encouragée par un papa très progressiste, très féministe et une maman entrepreneur. Dans la catégorie entrepreneur Europe, Akima Verdi. Si vous ne faites pas 20 ans, faites-le à 30. Si vous ne faites pas 30, faites-le à 40. Si vous ne faites pas 40, faites-le à 50. C'est ce que j'ai fait. Alors faites-le. Dans cette catégorie femmes entrepreneurs, j'ai l'immense honneur de faire monter Rhoda Durand sur scène. I'm so grateful for this award and thank you very much. Dans la catégorie Junior Europe, le prix Margaret est attribué à Inaya Yoga. Dans les arts et faire de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. C'est Margaret Junior, elle représente l'avenir de la tech, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Vous brillez par votre intelligence, vous brillez par votre courage, vous brillez par votre persévérance. Être une femme digitale, c'est être une femme libre. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle, j'ai 16 ans, et moi, je suis la grande gagnante Europe 2023. Et mon application, en fait, c'est Youngses.
Young c'est une contraction de jeunes et succès, parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas réussir. Retenez bien ce conseil, les filles. Et mon application en fait vise à aider les jeunes de quartiers populaires à avoir des ressources de qualité. Et pour ça, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de la JFD à travers cette année 2023. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites techniques pour le pitch vidéo, qui est une étape, mais pas des moindres, et qui est très importante pour votre candidature. Moi, c'est ça qui a pu me faire mettre en avant et qui a pu me faire briller pour ma candidature. C'est vraiment mon pitch vidéo parce qu'il était super travaillé. Premièrement, je vais commencer par les aspects techniques. Donc déjà, il faut qu'on voit votre buste. Il faut que votre vidéo fasse de votre tête à votre buste, pas tout le corps, ça sert à rien. Il faut que vous soyez dans un endroit audible, donc il n'y ait pas de bruit de fond, de bruit qui vienne déranger en fait votre vidéo. Il faut que ça soit sur un fond blanc, sur un fond qui fasse assez travaillé ou assez classe. Enfin, il ne faut pas que vous fassiez votre vidéo dans votre chambre mal rangée, quoi. Ensuite, je vais vous donner mes petites astuces secrètes, et pas trop, pour votre pitch vidéo. Premièrement, commencez par écrire votre pitch vidéo, commencez à écrire votre discours, commencez à écrire ce que vous voulez dire. N'essayez pas de faire quelque chose de trop scolaire, ne pensez pas comme si vous étiez un élève qui doit rendre un paragraphe. Non, vous êtes une fille, une femme qui doit donner quelque chose pour un concours. Donc, faites quelque chose à votre image qui vous ressemble. Ça ne sert à rien de vouloir donner des notions trop techniques ou cocasses. Faites des choses qui soient claires et concises. Vous inquiétez pas, on va vous comprendre. Ensuite, c'est pas grave. Vous pouvez faire votre pitch vidéo plusieurs fois. Enfin là, par exemple, je vous parle, je l'ai fait plusieurs fois. Tout le monde se trompe, c'est humain de faire des erreurs. Donc, c'est avec beaucoup d'efforts que vous allez réussir à le faire. Et donc, votre projet devra porter sur quelque chose d'environnemental, de sociétal ou qui a un rapport avec la santé. Moi, je vous dis bonne chance. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir me parler et je serai toujours là pour vous accompagner. Et voilà, j'espère que vous gagnerez. Merci Inaya. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou dans le chat du Teams? Pas de questions? Oui. Ah, oui. Donc ma question était concernant l'accession au concours, à savoir est-ce que le prix est ouvert à des entreprises déjà créées, des entreprises qui sont en projet de création, ou est-ce qu'il y a une date aussi de délai de création à ne pas dépasser? Pour la catégorie entrepreneur, ce qu'on recherche, c'est une entreprise qui est déjà lancée, pas un concept d'entreprise. Pour la partie intrapreneur, on a en fait ce sont des salariés d'entreprise qui travaillent sur un projet qui peut amener à lancer une start-up comme pour Akima. Et là-dessus, oui, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise lancée déjà, mais un projet sur lequel on travaille et où on a un certain proof of concept qui amènera à apporter de la valeur plus tard pour l'entreprise ou qui sortira du giron. Est-ce que être j'arrive pas à dire, je ne suis pas encore réveillée. Auto-entrepreneur, c'est une entreprise? Oui. Vous êtes auto-entrepreneur, vous avez monté votre start-up. Oui. D'autres questions? Non. On passe à la séquence suivante alors, avec Akima Berdouz. Rebonjour. Donc, j'ai le plaisir d'animer cet atelier
qui a pour objectif de vous donner des informations, des astuces et tips pour justement en termes de valorisation de votre projet, pour accroître et puis valoriser son impact et le démontrer devant le jury. Mon conseil aujourd'hui, puisque sachant qu'effectivement aujourd'hui les projets technologiques, que ce soit en intrapreneur, entrepreneur, c'est plutôt des projets environnementaux qui ont ou bien en énergie, santé, donc, mais également dans les technologies de l'informatique et de la communication, cybersécurité, data science, etc. Et sachez que parmi les critères d'évaluation de votre projet se situe la partie, l'impact de votre projet, impact sociétal, environnemental, mais aussi impact économique, et également la pertinence technologique de votre projet. Donc voilà, donc ça c'est effectivement le fil rouge de votre présentation. Et commencer, et finalement le déroulé que je vais vous présenter, c'est un peu le fil directeur d'un pitch que vous ferez. De toute façon, vous allez devenir des as du pitch pour aller convaincre des investisseurs, des business angels, participer à des concours. Donc, pour présenter votre projet, d'abord, quel est le pain point? Quel est le constat du départ? Quelle est la problématique que vous souhaitez adresser? Qu'est-ce qui motive finalement que vous lancez votre projet pour résoudre et que vous cherchez à le résoudre par des solutions notamment technologiques innovantes? Et dans ce cadre-là, donc, en présentant votre projet, présentez justement comment votre solution, comment vous avez imaginé votre solution, comment votre projet va adresser cette problématique, comment il va la résoudre par rapport notamment à l'état de l'art, par rapport aux solutions qui existent sur le marché et qui forcément donc ne résolvent pas, n'apportent pas la solution optimale, et comment vous apportez justement, vous avez réfléchi à cette solution. Et une fois que vous avez présenté votre solution par rapport à l'état de l'art, par rapport aux solutions existantes, il est important de mettre en avant pour le jury, pour l'aider à sa prise de décision, mettre avant les technologies que vous utilisez. Est-ce que justement vous utilisez plutôt des technologies de software, sur de l'IA, de la cybersécurité, ou bien plutôt des technologies sur des aspects matériaux avancés, ou bien cybersécurité, avec impact énergétique. Donc là, sur ce point-là, c'est vraiment mettre en avant la solution technologique, la technologie derrière la solution, puisqu'effectivement, on est dans les JFD, c'est les femmes digitales, donc c'est vraiment de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat technologique à haute valeur et impact sociétal et environnemental. Et puis, effectivement, une fois que vous avez déployer, expliquer les technologies utilisées. L'objectif, c'est aussi d'aller vers, d'expliquer finalement l'impact de votre solution, impact en termes de sociétal, par exemple dans la santé, effectivement. Donc, si vous adressez des projets à enjeux de santé publique, par exemple le cancer, ou bien les maladies rares, ou bien la santé mentale des femmes, mais aussi des jeunes et des salariés ou de toute la population. C'est important justement d'expliquer en quoi votre solution, votre projet apporte justement une proposition de valeur, un impact positif sur ces dimensions donc sociétales, environnementales. Aujourd'hui, effectivement, on parle de décarbonation, d'impact, de réduire notre empreinte carbone au niveau de nos solutions. Et voilà, donc c'est vraiment ces 4 grandes lignes que je vous invite à suivre pour adresser, pour construire votre projet, puis pour voilà, présenter votre projet devant le jury. Un dernier tip peut-être important, soyez vous-même. Voilà, laissez parler votre cœur, portez votre projet et généralement racontez aussi votre histoire, parce que généralement derrière tout projet innovant, il y a une histoire, il y a sa propre histoire. C'est un peu comme pour le projet Hope, parce qu'il y a l'histoire de ma sœur dont le prénom signifie
Hope, qui était à l'origine du projet. Donc, racontez votre propre histoire qui fait que ce projet-là, vous allez y aller jusqu'au bout. Vous n'allez pas lâcher les bras. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Mettez des baskets pour courir. C'est pas grave si elles s'usent, changez-les. Mais allez-y jusqu'au bout de votre rêve. Et je termine en disant, si c'est pas aujourd'hui, alors c'est pour quand. Merci beaucoup et bon courage. Est-ce qu'il y a des questions pour Akima ou pour moi, pour la JFD? Non? Mais on peut continuer et accueillir Catherine Abonnec, présidente de Femmes Business Angel. Bonjour à toutes. Alors, peut-être quelques mots d'abord sur Femmes Business Angel. En fait, c'est un réseau, un club d'entrepreneurs par procuration. Pourquoi par procuration? Parce qu'en fait, elles sont dans l'entrepreneuriat des autres et leur activité fondamentale, c'est d'être investisseuses à leur risque personnel. Donc, vous comprendrez que l'engagement est pour nous très important. Aujourd'hui, on va voir avec vous comment convaincre un jury lorsqu'on est au premier stade de la création de son entreprise pour emporter ce prix de la JFD. Nous, chez Femmes Business Angel, nous intervenons sur des projets généralement un peu plus matures, qui ont déjà 2-3 ans d'existence et qu'il va falloir financer pour croître rapidement. Néanmoins, les fondamentaux qui font qu'un jury d'un prix ou un jury d'investisseuses fait tilt sont toujours à peu près les mêmes. Et la première chose, c'est l'équipe. On a vu tout à l'heure dans l'assistance que nous avions une question d'auto-entrepreneur. Alors, c'est vrai que l'engagement personnel, votre conviction, votre enthousiasme, votre vision vont être clés. Mais c'est quand même toujours mieux d'avoir une démarche d'équipe. Alors, la démarche d'équipe, ce peut être d'abord avec des associés qui vont vraiment partir avec vous dans le projet. Et puis, s'il n'y a pas d'associés, ça peut être une équipe de collaborateurs que vous allez embarquer. Mais ce qui est fondamental là-dedans, écoutez, on est, pardon messieurs, mais nous sommes des femmes et on sait ce que c'est que la diversité et la complémentarité. On essaie de la promouvoir dans la société. Donc, dans son entreprise, c'est bien de viser d'emblée la complémentarité des compétences. Alors, s'il y a des femmes et des hommes, c'est encore mieux, mais fondamentalement, avoir autour de soi, si on est soi-même très créatrice, c'est peut-être bien de veiller à avoir à côté de soi quelqu'un qui va être plus d'esprit gestionnaire. La partie technique, pour vous, est assez fondamentale. Vous pouvez, en tant qu'entrepreneur digital, l'apporter vous-même, mais être accompagné là-dessus, c'est aussi très important. On le voit beaucoup dans le développement des entreprises apparaître le sujet clé du commercial. Donc, une compétence commerciale, c'est important. On a évoqué tout à l'heure dans les témoignages aussi la compétence juridique. Elle est plus rare. On peut s'entourer d'un conseil extérieur pour ça, mais avoir quelqu'un dans l'équipe qui a cette vision peut être aussi utile. Donc, vraiment, fondamentalement, la technologie, le commercial et un peu la gestion finance sont vraiment des compétences sur lesquelles un jury va être sensible en se disant ouais, l'idée est bonne et en plus cette équipe elle est solide pour porter l'idée et la développer. Et cette équipe elle est tellement importante que finalement c'est ce qui va en faire un élément de différenciation peut-être avec d'autres projets. Donc ce peut être en soi un avantage concurrentiel. Pensez-y toujours. Il peut y avoir, je pense à l'instant, peut-être dans votre équipe, quelqu'un qui a une nationalité différente. On a évoqué tout à l'heure la dimension internationale que les projets vont s'efforcer de s'emparer chez JFD. Bon, voilà, une compétence
produit un avantage concurrentiel substantiel. Alors ensuite, cette équipe, il est important qu'elle soit soudée derrière la vision et le projet. L'équipe peut avoir, pour certains, peuvent avoir un objectif court terme, d'autres plus moyen terme. En soi, c'est pas un problème. Ce peut même être une force si on l'explicite. Donc ça, c'est très, très important de voir en quoi on est cohérent par rapport à une vision long terme. Moi, je peux apporter, cette personne-là va nous apporter un coup de main sur les 6 premiers mois de la création de l'entreprise, et puis un tel aura un rôle plus important dans 2 ans. Vous voyez, ça aide le jury à comprendre vraiment que c'est un projet non seulement porté par plusieurs personnes, mais porté sur la durée. Alors, la vision, c'est bien, ça permet de se mettre d'accord sur un projet, mais il faut évidemment être réactif, il faut pouvoir bouger, parfois pivoter, et donc la capacité de cette équipe à être agile, à s'adapter, à se compléter, voire parfois à se réduire pour se redévelopper ensuite, va être un élément important. Donc cette dimension humaine, elle est vraiment clé et vous pourrez la faire ressortir dans votre candidature par, encore une fois, votre enthousiasme personnel et puis la manière peut-être de parler de votre équipe avec le nous, la présentation des différents profils, d'où ils viennent, leurs propres expériences. Alors, toutefois, sans être trop long, parce que le point essentiel, et c'est le deuxième sujet qu'on va aborder, et puis si vous voulez bien, on regroupera toutes les questions, c'est quand même de présenter quel est le projet commercial, je dirais. Et si, Mélissa, on est d'accord, on va voir ensuite ce deuxième point sur lequel je voulais vous donner quelques, je ne sais pas s'il faut dire astuces, enfin en tout cas répéter ce que vous avez déjà entendu, parce que je sais que c'est ce qu'on entend à plusieurs reprises qu'on retient bien. Donc, comment on peut développer le projet, montrer qu'on va avoir de la valeur et donc conquérir son audience. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir une idée, mais il faut aussi avoir un modèle économique clair que les personnes vont pouvoir comprendre rapidement. Akima l'a dit, il faut rappeler le contexte et le problème ou le pain point auquel son idée répond. Alors, si l'idée répond à un pain point, c'est que ce pain point, ce problème, il est perçu, mais il est perçu actuellement. Il faut veiller aussi, c'est un deuxième point, à montrer le time to market de son idée. S'il y a 10 personnes qui ont déjà eu l'idée avant soi, ça ne veut pas dire qu'en soi le projet n'est pas bon, mais il faudra bien le différencier à ceux qui ont déjà porté en partie cette innovation. Si on est totalement disruptive, bon, là, il faudra expliquer de manière différente en quoi on est encore un peu en matière de recherche. Donc, le problème, le sujet auquel on répond, quand, pourquoi maintenant, et la solution qu'on apporte. C'est tout ça qui est compris dans le modèle économique. Hein. La solution que je vais apporter et comment ça fonctionne. On nous dit souvent, des entrepreneurs nous rapportaient, des entrepreneurs masculins nous rapportaient que leurs investisseurs leur disaient comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Vous, mesdames, vous nous dites à quoi ça sert. Et ça les perturbait. Donc, pensez à ça. Quand vous expliquez votre modèle économique, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Parce que nous, les femmes, on a tendance à aller vers à quoi ça sert. On veut de l'impact, etc. Mais il y a une partie de l'humanité qui veut savoir comment ça fonctionne. Donc, vous expliquez les technologies, ça c'est très important. Et de ne pas hésiter à être pédagogue. Il faut employer des mots-clés pour que ça fasse sérieux, ça inspire confiance, mais il faut rester pédagogue et ne pas
tomber trop dans le jargon. Alors, je dis ça au moment, je veux dire, oui, alors on veille à son business model, voilà, pour que ce soit bien compris. Donc, vraiment, pensez à l'expliciter, ça, le modèle économique. Et après, le marché. Alors, l'évolution de la taille du marché. Alors là, moi, je fais une recommandation vraiment tirée de ma pratique. Ne nous encombrez pas trop, enfin je dis nous, jury quel qu'en soit, avec les 10 slides sur le marché, avec les études sur l'international, citées de on ne sait quelle source. C'est important. Mais je trouve ça intéressant que chez JFD, on vous propose de rentrer d'abord par le modèle économique. Il y a un sujet, comment je le traite, comment j'y réponds, et ensuite quel est mon potentiel de marché, plutôt que l'inverse. Hein, ça évitera de saturer une attention d'un jury qui va être très sollicité, qui va avoir beaucoup de dossiers et qui va avoir beaucoup de chiffres mérifiques sur tous les marchés qu'il va falloir gagner. Donc on est précis, on explique le potentiel du marché, mais avec quelques éléments clés qui viennent en point 2. Alors après, il y a le mot magique qu'on a inventé dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, c'est la traction. Alors pour moi, la traction, c'était toujours les tracteurs. Mais bon, on rentre dans le jargon. Donc la traction, c'est la puissance commerciale que revêt notre projet. Alors comment on va convaincre un jury qu'on a une traction possible? Alors déjà, on peut lui expliquer comment on va commercialiser son produit. Là aussi, on a expliqué comment ça fonctionnait et comment on le commercialise. Et ça, si j'ai un petit truc à vous donner aujourd'hui, qu'on entend rarement, c'est que c'est un sujet qui n'est pas développé longuement quand on est au stade de la création et qui, après, va devenir un sujet clé. Dans les entreprises qui sont en levée de fonds, que l'on voit, elles veulent souvent financer le recrutement de commerciaux et leur développement commercial. Donc, de montrer que vous y avez pensé avant, quand vous lancez votre boîte, et ben ça, c'est, je pense, un élément très, très solide et très différenciant. Parce que la commercialisation, c'est comment je vais le commercialiser, à travers quelle technologie, quel moyen de distribution, quel type de personnes et selon quel rythme. Là, on se dit que vraiment ce projet-là, il est innovant, il a une belle idée et qu'il est solide. Alors sur ce sujet de l'attraction commerciale, il y a un autre point qu'on voit souvent poindre dans les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, c'est le temps de commercialisation et l'identification des bons interlocuteurs parmi leurs cibles. On a une entreprise cible, mais on a parfois comme point d'entrée le directeur innovation, la directrice des ressources humaines ou la directrice de la com, et finalement, on a du mal à saisir cette alchimie. Donc là, c'est pareil. Je ne vous dis pas que c'est à développer dans le dossier de candidature, mais gardez ça en tête, que si vous y réfléchissez très vite, vous aurez des points d'avance. Parce que effectivement, quand on crée son entreprise, c'est le point 4, c'est que c'est souvent au travers de partenariats, plus que la démarche commerciale très structurée, qu'on va pouvoir assurer le jury du fait qu'on a un potentiel. Donc, les partenariats stratégiques, ils sont tirés souvent du réseau. Alors, c'est des partenariats qu'on peut trouver au niveau des interlocuteurs publics ou privés, de sa région, de son réseau professionnel d'origine, de son entreprise. Lorsqu'on est intra-entrepreneur, ça fait partie des partenariats stratégiques. Donc ça, c'est effectivement très important à développer. Mais pareil, gardez en tête que le partenariat, c'est une première marche et de penser aux marches qui suivent, ce sera une bonne chose. Alors, on dit qu'on peut évoquer, on a bien ri tout à l'heure parce qu'on s'est dit, il faut qu'on parle des levées de fonds et des révisions financières. Alors évidemment, on n'en est pas au stade du dossier où on révise ses finances, on les prévoit. Bon, les prévisions financières,
c'est important, c'est le business plan, la roadmap, enfin, c'est mettre en chiffres, en fait, sa vision. Alors, je pense que c'est important de le signaler là dans le dossier, c'est pas ça qui fera la différence, parce que on sait souvent que le business plan, les levées de fonds, ça va être un cadre de discussion, de négociation avec des investisseurs potentiels, et puis on va se mettre raccord. Et moi, j'ai envie de dire là, tout à l'heure, aussi par réaction à ce qui a été dit, il peut y avoir des beaux projets qui se développent formidablement bien sans levée de fonds. Parce que la règle de base de l'entreprise, on le rappelle, c'est l'autofinancement. Alors, je suis désolée, mais j'aime beaucoup le bon sens. Alors, c'est bien de le rappeler, ce n'est pas une mauvaise chose si on ne fait pas une levée de fonds, si on n'en a pas besoin. Parce que lever des fonds, c'est accorder de la place à d'autres personnes dans son capital, déjà leur donner une petite part de décision. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise, qui est de l'aider à passer rapidement un cap avec de l'investissement, parce qu'elle a un potentiel de marché très important sur l'international ou en techno, et on ne peut pas investir soi-même. Mais je tiens à le rappeler ici parce que Dieu sait si je suis convaincue de l'intérêt des levées de fonds pour développer l'entrepreneuriat en France, mais c'est aussi bien de rappeler que l'autofinancement est en soi aussi une belle valeur. Donc, oui, levée de fonds, prévision financière, mais bon, prévision financière, c'est sérieux. Levée de fonds, oui, pour se faire repérer par des réseaux comme nous, parce qu'on fait le sourcing, n'est-ce pas? Et on aime bien voir des beaux projets, même si on les repère peut-être 2 ans avant le stade de levée de fonds, on se me souviendrai que j'ai vu certains beaux dossiers chez JFD en 2023 pour une levée peut-être en 2025 ou dans 6 mois. Je ne sais. Mais voilà. Moi, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous très rapidement sur ces tips, et puis de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, est-ce que je peux me permettre de souhaiter de toute manière à tout le monde bonne chance? Voilà. Oui. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais juste une question. Il y a quelque chose qui se vérifie de plus en plus dans les fonds d'investissement, c'est cette règle de 10 cas de minimum de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que ça se vérifie aussi chez Femmes Business Angel? Et la deuxième qui se vérifie de plus en plus sur le terrain, c'est cette notion d'association. Aujourd'hui, on n'accepte plus de dossiers avec des entrepreneurs solos, parce qu'on considère que le risque est supérieur, ce qui n'est pas mon avis, mais mon avis ne regarde que moi. Et je voulais savoir si ça se vérifie aussi chez Femmes Business Angel. Oui. La notion de MRR, Monthly Recurrent Revenue, ou ARR, Annual Recurrent Revenue, oui, c'est un peu des leitmotifs des investisseurs. Et on comprend bien, c'est le fait que les revenus vont offrir, je ne dis pas une sécurité, mais montrent que la confiance est déjà établie chez les clients, et que ça donne de la sécurité pour l'entreprise, d'une part. Et d'autre part, ça permet de se dire que les frais de développement commerciaux vont être assez bien cernés, parce qu'un revenu qui n'est pas récurrent suppose à chaque fois une démarche commerciale. Et je l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit que dans les coûts difficilement maîtrisés, il y a souvent ces frais de développement commerciaux. Donc, si le revenu, il est intéressant, il est fort, mais qu'à chaque fois, comme il est ponctuel, il demande un effort commercial, on va se dire que ce revenu va engendrer en parallèle plus de coûts qu'un revenu dit récurrent. Donc, oui, je suis obligée de répondre que après, c'est l'articulation de l'ARR, du MRR et du revenu ponctuel qui peut faire une force. Mais n'avoir que du revenu
ponctuel, saisonnier, aléatoire, effectivement, ça affaiblit un petit peu la confiance dans le projet. Ça ne veut pas dire que ça l'écarte, mais ça diminue la confiance. Et votre deuxième question, c'était sur le risque des associations. Ah oui, oui. Alors, c'est vrai, on a commencé par ça, pour dire quelle était la force de l'équipe, que ce soit pour candidater à un prix ou faire une levée de fonds. On comprend bien qu'une équipe, ça permet de sécuriser une part de risque. Vous savez, les assureurs, ils ont l'assurance homme clé ou femme clé. S'il n'y en a qu'un, ben, c'est sûr que... Alors, pour aller contre ça, je peux vous dire que nous, on a des exemples chez Femmes Business Angel de très belles sorties, comme on dit dans le jargon, de belles réussites d'entreprises fondées par une personne seule. Bon, en l'occurrence, c'était un homme, mais enfin, c'est... Donc, on n'est pas complètement fermé à des projets en solo. Si la personne est très, très bien entourée, non pas avec un associé, mais des équipes, bon, on peut regarder. Et à l'inverse, pour aller dans votre sens, ce qu'on va regarder avec un œil d'investisseur, c'est la solidité de l'association. Et donc, c'est le pacte d'associés et toutes les clauses un peu, les clauses très juridiques, des bad leavers, good leavers, etc. Donc, l'association de compétences est un point important. L'association dans le capital est un sujet qu'on regarde de très près à travers une table de capitalisation pour voir ce qu'il y a derrière ce terme d'association. Qui est le majoritaire, qui a vraiment créé, qui est le cofondateur. Donc j'ai essayé de répondre, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, à votre question. La dimension équipe est fondamentale. Elle a elle-même des éléments de risque qu'on va étudier. Donc, ça nous conduit à ne pas écarter systématiquement des projets portés en solo. Mais il faut bien argumenter. Voilà. Donc, la tendance, oui, elle est plutôt à l'équipe. Et puis, la tendance, c'est la mixité. Hein, c'est en soi une valeur, c'est de l'impact. Donc, on va écarter. On va regarder avec beaucoup plus d'intérêt des projets portés par des équipes mixtes dans lesquelles il y a des hommes et des femmes. C'est un angle d'analyse. Pour répondre brièvement, on se rend compte aussi que statistiquement, il y a aussi beaucoup d'échecs dus aux associations, ce qui est aussi paradoxal. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça paraît assez frappant de voir qu'on privilégie uniquement les associations quasiment aujourd'hui, alors qu'on sait aussi que c'est aussi un facteur d'échec. Et sur le premier point des 10 cas minimum, du coup, ça exclut énormément de porteurs de projets qui n'arrivent pas aux 10 cas parce que ça demande de lourds investissements. Si ça avait été le cas pour Alia, s'il n'avait pas trouvé cette association, cet associé qui s'appelle Impact, que je connais bien, bah, elle n'aurait pas pu être là aujourd'hui avec nous. Et c'est dommage. Alors, il faut rappeler que dans la chaîne de financement de l'entreprise, il y a des stades qui correspondent à l'entreprise qui n'a pas encore énormément de chiffre d'affaires. Enfin, c'est le rôle des accélérateurs et toutes sortes d'institutions ou même parfois des subventions ou des prêts d'honneur qui sont délivrés par des entreprises privées, mais beaucoup aussi d'institutions publiques, des régions et autres. Donc, d'en avoir que 10 000 euros, moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne coupe pas l'accès au financement. Il ne faut pas rêver tout de suite, aller voir des corporate ventures, des ventures non plus. Le business angel lui-même, il n'est pas là pour aider à l'idéation, au développement de la recherche et développement. Nous, on intervient schématiquement sur des entreprises qui ont déjà 2-3 ans d'existence, une réalité de chiffre d'affaires ou un pipe entre guillemets commercial bien structuré et prometteur. Donc, il ne faut pas trop s'alarmer du fait que les fonds veulent un MRR minimum de 10 000 euros. Et puisque vous avez dit sur les risques de l'association, je crois que j'ai été transparente avec vous. Oui, on sait que c'est un plus et que c'est
un vecteur possible de difficulté et que dans nos instructions et nos due diligence de Business Angel, c'est un des points sur lesquels on est très attentif. C'était une petite question d'ordre général. Moi, ça m'intéresse. Comment vous pourrez définir la différence entre l'investisseur, enfin Business Angels au féminin et Business Angels au masculin? Parce que c'est ça, vous comprenez la question? Oui, oui, tout à fait. Je ne cherche pas tellement à accentuer la différence. Alors, je vais quand même reprendre cette citation que nous avait fait un jour un entrepreneur, que je vous ai relaté tout à l'heure. Vous nous posez, vous, mesdames, des questions très différentes de ces messieurs, puisque vous êtes très tournés vers le sens de notre entreprise, son impact, tout autant que les questions de rentabilité financière. Donc, s'il y a une différence à faire ressortir, c'est celle-là. Nous, les business angels féminins, on s'est intéressé très vite, il y a très longtemps. Chez Femmes Business Angel, on existe depuis 20 ans et on a étudié notre panel d'investissement depuis 10 ans pour s'apercevoir que nous faisions de l'impact sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire tous les projets que l'on a sélectionnés, pas tous, mais une forte propension des projets que nous avons financés étaient orientés vers l'impact environnemental, sociétal, sans sacrifier, entre guillemets, la notion de rentabilité financière. Donc, pour marquer une différence, comme vous me le demandez, je dirais ça, une sensibilité assez forte de l'investisseuse féminin à cette notion d'impact. Et comme je l'ai dit, à quoi ça sert tout autant que comment ça fonctionne. Mais je n'ai pas envie d'insister là-dessus parce que ce qui est important pour nous, c'est surtout de sensibiliser les femmes, qui elles soient, quel que soit leur métier, quelle que soit leur trajectoire et leurs compétences, sur le fait que même si elles ne sont pas très riches, même si elles ne sont pas financières, et qu'elles aiment l'entrepreneuriat sans s'en sentir elles-mêmes la compétence, parce que c'est quelque chose d'être entrepreneur et tout le monde n'est pas fait pour ça, eh bien, elles peuvent contribuer au développement de l'économie et devenir entrepreneurs par procuration, investisseuses individuelles. Et ça, je trouve que c'est un combat beaucoup plus intéressant à mener et plus positif que simplement qu'est-ce qui nous différencie de ces messieurs. Bon, ce qui a conduit la création de Femmes Business Angel, c'était de pouvoir créer un contexte, un environnement favorable pour inciter le plus de femmes possible à découvrir cette activité. Ce n'était pas de nous différencier des messieurs. Voilà. Et c'est tellement vrai que chez Femmes Business Angel, nous ne sommes pas exclusives sur le côté de l'entrepreneuriat. Les projets que nous finançons sont portés par des femmes, des hommes ou des équipes mixtes. On donne une oreille attentive aux projets féminins et c'est près d'un tiers de nos investissements, en moyenne 50% l'an dernier, mais qui sont des entrepreneurs féminins, mais on ne veut pas être dans l'exclusivité. À côté de ça, si j'ai encore 2 minutes pour être... Nous sommes quand même à l'origine de la création d'un fonds, qui est vraiment la notion de fonds avec une gestion déléguée à des personnes, alors que chez Femmes Business Angel, nous sommes des investisseuses individuelles, nous décidons à chaque fois de nos investissements en propre. Notre fonds Win Equity, lui, a comme thèse d'investissement la mixité et ne finance que des entreprises créées ou co-créées par des femmes. Vous voyez le sujet. Voilà. Donc, oui, les Femmes Business Angel ont peut-être une approche plus ouverte sur l'impact, etc. Mais elles vont être aussi, je vais le dire, aussi exigeantes sur la présentation des dossiers que peuvent l'être des business angels masculins. Vous savez, c'est la grande discussion. Est-ce qu'il y a un management féminin spécifique, différent du management masculin? Bon, c'est pas les débats qu'on souhaite trop alimenter, mais voilà. Est-ce que j'ai répondu?
Donc bonjour Stéphanie Anta. Comme femme, c'est vrai qu'en règle générale, il est assez connu que les femmes ont tendance à mettre en associé des membres de leur famille. Je ne déroge pas à la règle puisque mes associés sont mon époux et mon fils, mais pour autant, par rapport à l'équipe, donc il y a une complémentarité. Hein. Mon mari est business développeur, mon fils est responsable audiovisuel et mon projet est un projet de création de contenu. Donc, est-ce que ça peut porter un préjudice dans l'analyse du dossier, notamment vis-à-vis d'investisseurs potentiels, d'une part, ou peut-être aussi dans le cadre du concours? Première question. Et ensuite, ma CTO est une freelance. Donc ça veut dire qu'effectivement, j'ai un contrat avec elle, tout est bien, mais elle ne fait pas partie de l'équipe en tant que salariée pour des raisons de gestion budgétaire. Je préfère pour le moment commencer avec des freelances. Alors pour moi, ces 2 points ne seront pas des obstacles s'ils sont clairement explicités, expliqués et prévus sur un mode contractuel. C'est-à-dire que même si c'est votre mari et votre fils, vous pensez à faire un mini pacte d'associés dans le projet pour que, évidemment, la crainte qu'on a, c'est que si le couple se sépare, qu'est-ce que devient l'entreprise? Bon, donc ça crée l'identification d'un risque, mais si ce risque a été identifié par les entrepreneurs, analysé et sécurisé, enfin en tout cas porté dans un contrat, là ça devient un point positif parce qu'on se dit pétard, ils ont vraiment l'énergie et en plus ils ont pensé à ça. Donc voilà. Et le fait que la CTO soit freelance, non, pareil, c'est très bien. Tout le monde n'a pas la capacité d'être associé, donc actionnaire d'un projet. Et il y a tellement de mécanismes qui sont développés, les BSPCE, il n'y a pas une start-up qui n'est pas ça, pour pouvoir embarquer ses salariés dans l'aventure. On est rodé à ça. Et c'est pas du tout un désavantage, mais retenez bien ça, c'est explicité. C'est pas mis sous le tapis, c'est pas à la 5e question du jury qu'on découvre que c'est votre fils ou votre mari. Vous l'avez dit d'emblée, et sans que c'est une force qui est bien structurée. Parfait. Plus de questions, ni dans le chat, ni dans le public. Oui, vous aviez une question? Oui, tout à fait. Merci Catherine. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis ravie de participer pour ce 2e échange ce matin suite au lancement il y a quelques semaines ici au Hub des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires. Banque des Territoires, et avec Magali et Blandine, on est ravis de ce partenariat qu'on lance avec JFD. Peut-être juste, et c'est surtout un mot de clôture pour vous remercier déjà pour l'ensemble des intervenantes. Merci beaucoup pour vos témoignages, votre retour d'expérience. C'est vraiment effectivement aussi émouvant chaque fois de voir aussi ce que fait la jeune génération. C'est assez impressionnant. Et l'ensemble des lauréates. Et du coup, effectivement, nous sommes ravis de voir, de participer déjà à ce lancement, de rappeler, comme Blandine l'a fait, que la Banque des Territoires, elle est évidemment très engagée et très investie dans les territoires, dans leur attractivité, dans le développement. Et puis, bien sûr, ravis cette année, du coup, d'avoir un prix coup de cœur territoire qui va être une façon à pouvoir mettre un accent, un peu une coup de projecteur pour les territoires parmi ces candidatures et on espère évidemment que vous êtes déjà, vous pourrez être parmi les candidates bien sûr et les lauréates futures du prix Margaret et puis qui sait peut-être ce prix coup de cœur territoire également.
Et donc, du coup, je pense que c'est surtout un remerciement déjà que je vous donne aujourd'hui pour votre participation. Et puis, on va suivre de près ces prochaines étapes pour l'ouverture des candidats, puis bien une participation au mode de sélection et puis une participation en avril, le jour J. Un grand merci beaucoup.